Genèse des idées. On pourrait mettre en analogie la genèse des étoiles et la genèse des idées. C'est un peu hors topique. C'est quand même en lien avec la conscience. Ça s'adresse plutôt à la créativité. Mais la difficulté que j'avais quand j'ai mis cette image, c'est qu'on n'a pas de représentation de la conscience. Comment représenter la conscience en fait? On a des vues d'artistes pourtant qui vont montrer quelque chose. Donc la nature de la conscience, c'est que ce n'est pas un objet classique, un objet statique. C'est quelque chose de dynamique. Donc c'est plutôt un processus en fait. Et c'est en réalité un ensemble de processus. Donc une fois qu'on a dit ça, ça change radicalement la vision en fait des philosophes qui ont plutôt abordé la conscience de leur point de vue. Ça, c'est une vision qui est un peu plus scientifique. Et cette notion de processus est plutôt plus récente, elle est associée aussi à l'informatique. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, on a beaucoup avancé sur la nature de la conscience, mais cela ni ne l'explique, ni n'explique ce que c'est précisément. Et ça ne permet pas non plus d'en avoir une appréhension concrète, donc je dirais subjective. D'aucuns diront aussi que la conscience est non locale. Donc personnellement, je ne souscris pas entièrement sur ce plan-là. Pourtant, il y a d'excellentes raisons. Alors comme je suis limité en temps, la présentation aurait fait plus d'une heure. Je ne pourrais pas vous les donner, mais il y a d'excellentes raisons de penser que la conscience est non locale. Bon, c'est un élément sur lequel je ne m'attarderai pas aujourd'hui, en tout cas. Alors, deux notions clés, il me semble, pour essayer de comprendre, clés et essentielles pour essayer de comprendre ce qu'est la conscience, c'est la conscience phénoménale. Alors j'ai mis phénoménologique, mais c'est phénoménal en réalité. Et la conscience subjective. Donc je vais essayer de m'attarder un petit peu sur ces deux éléments-là, qui me paraissent essentiels par rapport à sa propre conscience, par exemple, ou par rapport à l'étude de la conscience, qui sont clés et fondamentales. Enfin, c'est deux outils, en tout cas, qui méritent d'être compris. Alors, on va commencer par l'aspect phénoménal. Si on jette une pierre dans l'eau, on obtient une onde. Cette onde-là, encore une fois, ça ne va pas être un objet. C'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose de dynamique. Et si on cherche ça peut être un objet d'étude en réalité, mais si on cherche à le qualifier, il faudrait plutôt parler de phénomène. C'est un phénomène. Alors, si on cherche à l'étudier, on pourrait par exemple mettre des caméras à plusieurs angles différents pour essayer de le mesurer. Donc étymologiquement, un phénomène, c'est quelque chose qui est apparent, qui apparaît, et donc qui est mesurable, et donc qui est quantifiable. Donc si on cherche par exemple à utiliser des caméras qu'on pourrait mettre en vue de dessus ou de côté pour mesurer la hauteur des vagues, pour mesurer la dispersion de la vague, en fait on va pouvoir mesurer le phénomène. Et pour des gens qui sont versés dans la physique, alors on parlait de Pascal tout à l'heure, pour les gens qui sont versés dans la physique,
on va pouvoir faire une modélisation en fait, de ce qui se passe au niveau atomique. Et cette modélisation de mécanique des fluides va pouvoir être en accord avec les observations. Donc là, on a un modèle qui sera fidèle à la réalité. Bon, évidemment, si c'est de la pluie sur un lac, le phénomène devient beaucoup plus complexe. On pourra le simuler. Ça ne veut pas forcément dire prédire, puisqu'on ne saura pas nécessairement où tomberont les gouttes de pluie. Mais cela permettra de faire une simulation. Après, on pourrait pousser un petit peu au niveau matériel en essayant d'observer l'arrivée des gouttes de pluie pour pouvoir essayer de prédire les patterns. Cela dit, je disais, c'est un phénomène qui est éphémère, mais qui a une durée dans le temps. Donc, si on revient le lendemain après avoir lancé la pierre, il n'y aura plus rien au niveau de la surface de l'eau. Il n'y aura plus rien d'observable par rapport à cet événement-là. Si ce n'est peut-être la pierre qui va être au fond de l'eau. Là, ce sera la même chose pour les gouttes de pluie, à part le niveau de l'eau qui aura peut-être légèrement changé. Au bout d'un certain temps, plus rien ne paraîtra de cette pluie. Donc c'est le caractère en fait éphémère du phénomène que je tenais à souligner, même si par certains aspects il y a des rémanences. Alors la conscience phénoménale, en fait la phénoménologie, Husserl a développé cela, ça a donné tout un pan de la philosophie. Qui plus ou moins a glissé en Angleterre du côté du behaviorism, donc du comportementalisme. Les psychologues, alors autant la phénoménologie s'intéressait à la conscience, autant le comportementalisme va être un peu lié avec l'éthologie et donc au comportement des animaux. Ce qu'on cherche, c'est à observer et à mettre en évidence qu'un animal a une conscience, par exemple. Et pour ça, on peut pratiquement que se baser. Alors certains animaux ont un langage limité, mais on peut pratiquement que se baser sur l'observation de leur comportement face, par exemple, pour résoudre un problème, pour aller chercher une noix avec un bâton dans un lieu qui va être un petit peu difficilement accessible. Donc la phénoménologie en fait a donné en fait a été très féconde et la philosophie ensuite pour la philosophie et aussi pour la psychologie. Plus récemment avec les neurosciences, on peut aussi observer l'intérieur d'un cerveau grâce aux IRM fonctionnels. Donc IRM, c'est imagerie par résonance magnétique. Il est possible en fait d'observer l'intérieur du cerveau, et c'est là où la phénoménologie change un petit peu d'aspect, puisque l'état interne qui est privé va être accessible grâce à des nouveaux outils qui vont mesurer en fait les zones d'activité du cerveau. Et donc par exemple, pour le goût de la glace à la vanille, on aura certaines zones qui seront activées, qu'on appelle des corrélats de la conscience. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que la conscience, avec ces expérimentations, sont vraiment situées au niveau du cerveau, pas forcément au niveau du cœur ou du corps, même si... Bon, globalement, on pense que c'est dans l'enveloppe individuelle. Alors, la conscience subjective, c'est l'autre élément qui me semble fondamental.
c'est la conscience du sujet. C'est finalement ce que l'on ressent. Alors si on essaye d'expliquer ce qu'est la conscience, c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose de très multimodal, qui implique la vision, qui implique le goût, qui implique l'audition, les perceptions de façon générale, qui implique éventuellement les émotions. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement multimodal. Et pourtant, si on l'observe de façon subjective, on en a une perception quasiment directe, et c'est quelque chose de très simple. Alors, il faut être parfois dans un état de méditation ou un état d'esprit particulier pour pouvoir bien le ressentir. Quand le verbal est peut-être moins présent, mais la perception, en fait, immédiate est quelque chose qui nous est tous accessible. Et donc la conscience subjective, en fait, est quelque chose à quoi on peut accéder tous assez facilement. Ou en tout cas dans certaines circonstances. Donc je parlais d'état de conscience. J'en parlerai un petit peu plus après. Et effectivement, ce que j'ai défini, ce dont j'ai parlé de la conscience, c'est plutôt la sentience, ce qui va être plutôt en relation avec la conscience animale. Alors c'est un mot nouveau qui est apparu seulement en 2018 dans le Larousse. Sans le définir, je dirais simplement que ça correspond un petit peu à la conscience animale. Et nous, humains, en tant qu'animaux, nous avons une sentience. Pour ce qui est de ChatGPT, ça n'est probablement pas le cas. J'y reviendrai aussi après. Donc simplement pour la conscience subjective, le monde tel qu'on le perçoit, ce qu'on pourrait appeler le réel, en fait est la réalité. Ce que l'on perçoit est la réalité. Et c'est une image du réel, donc du monde extérieur. Et c'est peut-être assez facile de le comprendre si on considère une autre espèce, par exemple les oiseaux. Si on considère par exemple les flamants roses, comme la plupart des oiseaux, ils ont une vision tétrachromatique. Donc en plus du rouge, du vert et du bleu que nous voyons, peut-être avec quelques différences, ils voient une quatrième couleur, ce qui fait que leur perception en fait du réel, donc leur réalité, va être différente de la nôtre. Typiquement, moi ce que j'ai vu il y a quelques semaines à une corneille qui était assez proche de moi, donc j'ai eu la chance de la voir et je voyais son plumage assez irisé. Et pour moi, elle apparaissait noire, mais avec quand même des nuances irisées. Et pour l'oiseau, donc là, c'est pas une corneille, je ne sais pas ce que c'est. Pour l'oiseau, en fait, subjectivement, il percevra complètement différemment la couleur de l'autre oiseau par rapport à un humain qui le perçoit dans les teintes noires, ou par rapport à un prédateur qui le percevra dans les teintes noires et qui sera peut-être plus discret. Alors ça, c'est un tableau de Georges Braque, et qui montre un bord de mer. Et je pense que ça illustre assez bien comment on pourrait voir un bord de mer si on était une autre espèce, avec des couleurs différentes. Donc, tout ça pour dire que notre réalité, ce que nous voyons, et le réel, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, il y a des différences. Il y a une séparation. Enfin, il y a des différences. Ce sont deux choses différentes. Alors ça, je vais devoir passer pour pas passer trop de temps. Ça aussi. Alors peut-être
Qui n'a jamais utilisé un ChatGPT? D'accord. Quand même pas mal de monde, je dirais un bon tiers, voire la moitié. Donc, je vais vous présenter un exemple d'utilisation de ChatGPT. Ce que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle le prompt ou l'invite. Et c'est là où on va poser une question à ChatGPT. Et moi, je lui ai posé une question toute simple. Je lui ai dit, ça tient en une phrase, fais-moi un plan pour une conférence de la conscience et ChatGPT. Donc j'ai fait ça hier après avoir fait ma présentation. Et en une dizaine de secondes, il m'a pondu 4 écrans. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, en 10 secondes, il m'a pondu 4 écrans. Moi, il m'a fallu une dizaine de minutes ensuite pour les intégrer à la présentation. Et si j'avais voulu suivre ces conseils qui sont très bons, il y a des choses ce que j'ai mises qui sont déjà inclus là-dedans, donc ils donnent des bonnes indications. J'aurais pu encore approfondir en prenant un de ces points et puis lui reposer la question. Et là, il m'aurait en quelques secondes réétendu sur 4 écrans. Donc ça va extrêmement vite. Et bon, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Alors, peut-être pas au sens dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, de complètement stupéfiant. Et en fait, quand c'est apparu en novembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an, on va dire 18 mois, ça fait un choc sur la planète. Donc je vais peut-être vous parler de ce qu'est un modèle génératif de langage. Alors la notion de modèle ici, elle est un peu différente du modèle physique dont je parlais tout à l'heure, qui est une modélisation en essayant de comprendre ce qui se passe au niveau de la matière. Là, ce modèle-là ne va pas vraiment considérer ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc je vais vous donner un exemple assez fruste d'un modèle génératif de langage qui est le modèle qui utilise des bigrammes. Alors bigrammes en français ça s'écrit 2 ME. Ça consiste à associer 2 mots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple le corpus shakespearien, donc l'ensemble des textes de Shakespeare, et on va faire des statistiques sur ces mots. Et à chaque mot, on va regarder quel est le mot suivant, et on va compter sur l'ensemble des textes. Ce qu'on peut faire facilement avec des ordinateurs qui font des milliards de calculs à la seconde. On va compter chacun des mots qui suivent un mot donné. Et à partir de ça, on va pouvoir faire une statistique de après tel mot, il y a dans le corpus shakespearien tel autre mot qui apparaît avec telle probabilité et tel autre mot qui apparaît avec telle probabilité. Donc ça va être le modèle bigramme. On va stocker ça dans un tableau. Et pour générer du texte, ce que l'on va faire, on va considérer par exemple tous les mots qui sont au début d'un livre, voire au début d'un paragraphe. Et on va le sélectionner au hasard en fonction de ses probabilités. Alors, juste pour illustrer, supposons qu'on ait 3 mots qui commencent des textes, un qui apparaît avec 60% des cas, un qui apparaît avec 30% des cas, et un qui apparaît avec 10% des cas. Ce qu'on fait, on va tirer au sort un chiffre entre 1 et 100, et si le chiffre est entre 1 et 60, on va prendre le premier mot, entre 60 et donc 90 le second mot, et entre 90 et 100 le troisième mot. Donc ça va nous permettre d'obtenir le premier mot du texte. Et après, en regardant la matrice bigramme, on va regarder quels sont les mots qui suivent ce premier mot, selon les probabilités. On va en prendre un parmi ceux-là. Et comme ça, on va pouvoir générer du texte. Donc ce sera ça notre modèle génératif de texte. C'est un modèle qui est très fruste. En réalité, si on l'implémente, on s'aperçoit que ça va plutôt mettre un charabia.
Alors, quelques phrases seront intelligibles, mais globalement, ou quelques phrases auront une bonne syntaxe, mais globalement, on n'aura pas vraiment de sens au sein de ce texte-là. Alors après, on peut améliorer, faire des modèles trigrammes qui améliorent, mais on est vite limité aussi à cause des problèmes mémoire sur ce genre de modèle. Donc ChatGPT, ça va être un modèle un peu de la même façon. Je ne peux pas vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Cela dit, j'ai un chapitre, c'est le chapitre 23 dans mon livre où j'explique comment le modèle des transformers fonctionne. Donc rappelez-vous peut-être que derrière ChatGPT, il y a simplement un modèle transformer qui est derrière et qui lui est apparu en 2017. Donc j'ai le chapitre 23 qui explique comment ça fonctionne. Et donc c'est l'une des raisons pour laquelle on a qualifié ces modèles de langage de perroquets stochastiques. Stochastique étant simplement que ça réagit avec par rapport à un système de probabilité avec des statistiques. Cela dit, les résultats de ChatGPT par rapport justement à un modèle plus fruste comme ça sont vraiment époustouflants. Donc il y a émergence en fait de propriétés qui apparaissent par rapport à ces modèles. Donc, dans le jargon, on parle de LLM, Large Language Model, ou modèle des grands modèles de langage. Alors, je pense que c'est pas encore que le vocabulaire s'est pas encore imposé, mais ce sera peut-être IA conversationnel qui prédominera au bout d'un certain temps, ou bien les IA génératives de texte. C'est en tout cas les deux expressions les plus simples et les plus claires, je pense. Donc la notion de modèle, a priori, devrait pas trop diffuser dans le grand public, je pense. Enfin, on verra, on ne sait pas. Alors justement, par rapport à ces modèles transformers, on a émergence de propriétés. Et le débat, en ce moment, se polarise autour de deux camps. Certains qui disent que ces IA sont doués de compréhension et d'autres que ces IA ne sont pas doués de compréhension du tout, que ce sont de simples programmes. On a trois prix Turing en fait, qui se positionnent là-dessus, qui permettent de polariser le débat. Alors, il y a Geoff Hinton, Yoshua Bengio, qui sont tous les deux qui pensent que ces modèles de langage comprennent. Et intuitivement, on aura peut-être tendance à pencher de ce côté-là. En tout cas, moi, je suis dans ce camp pour des raisons assez profondes. Mais intuitivement, on a l'impression que ces modèles comprennent. Donc, ça peut être presque suffisant pour justifier cela. Je dirais en fait plus précisément que phénoménologiquement, il apparaît que ces modèles comprennent. Quand on leur pose une question, ils y répondent. Et ils y répondent même sans le contexte d'ailleurs. Et Yann Lequin, donc, qui lui dit que ces modèles n'ont pas de représentation du monde, ce qui n'est pas faux, et enfin ont une représentation différente des humains. Cela n'empêche pas que, pour moi, ils ont une forme de compréhension, même si cette forme de compréhension est différente de la compréhension humaine. Et aussi, ce que l'on pourrait dire, c'est que d'un point de vue, on va dire, de l'intelligence logico-mathématique, ces modèles sont assez faibles. Voilà, le débat est à peu près autour de cela. Donc moi,
Ce que je défends, c'est que il y a une compréhension, mais c'est une forme de compréhension qui est aliène, mais qui est existante. Et en fait, s'il y a ce débat aussi, c'est que entre la conscience et la compréhension, il y a des liens assez forts. Si on comprend, est-ce qu'on ne serait pas aussi proche de la conscience? Dans le sens où, euh, pour comprendre, on a besoin d'avoir conscience du contexte des mots, on a besoin d'avoir conscience de ce de quoi on parle. Euh, et donc, peut-être qu'il y a une forme de conscience. Cela dit, s'il y a une forme de conscience, ce que je pense, c'est une conscience qui est asubjective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet au sein du programme. Euh, alors, j'ai écrit un article là-dessus, mais je n'ai pas encore pu le publier. Euh, la conscience asubjective, en fait, on peut le mettre en évidence en regardant justement le fonctionnement des transformers. Et ce que cela dit, c'est que finalement, ChatGPT n'a pas de conscience de lui-même ou n'a pas de partie en lui-même qui lui permette de prendre conscience des choses, de ce qu'il est. Même si à travers le langage, il pourra parler de lui, il pourra se désigner. Euh, donc voilà, mais le débat vient un peu de commencer et voilà, le temps que ça diffuse, de toute façon, ce sera. Enfin, il faut du temps pour les choses. Alors, l'autre élément aussi qui est en train d'arriver, l'autre pan en fait qui est en train d'arriver, ça va être la robotique. Donc, la robotique, ça fait très science-fiction. Euh, Ça fait aussi des années qu'on en parle, hein, tout comme de la conscience. Mais en même temps, c'est très réel, hein. Par exemple, Boston Dynamics, ils ont déjà développé des robots, même des robots qui dansent. Vous avez probablement vu peut-être des vidéos qui montrent ces robots. En France, on a Nao, donc qui s'est fait racheter par le japonais SoftBank Robotics. Euh, et voilà, en fait, on est déjà très avancé au niveau de la robotique. Ce qui leur manque, c'est une intelligence. Donc la question qu'on peut se poser, une intelligence qui va être générique. Et voilà, il s'avère que ChatGPT semble assez générique. Donc, quelles vont être les évolutions à ce niveau-là? C'est un peu le questionnement que l'on peut avoir. Sachant que les robots ont déjà remplacé beaucoup de personnes. Ici, on est dans un entrepôt Amazon sur des tâches spécialisées. Mais ce sont des robots spécialisés. Ce ne sont pas des robots humanoïdes génériques qui pourraient être mis sur n'importe quelle tâche. Donc là, ce sont des tâches spécialisées. Euh, donc, je pense que pour s'acculturer un petit peu, il y a de la science-fiction qui est apparue. J'espère qu'il va en avoir de la bonne qui va continuer à émerger. Alors, un point pour commencer, ce serait peut-être Real Humans, qui est déjà sorti il y a quelques années, et qui prévoit finalement en fait cette introduction des qu'est-ce qui va se passer, qui montre, qui permet de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer de façon assez concrète quand ces robots vont rentrer dans la société. Au niveau des professions intellectuelles aussi, il y a pas mal d'inquiétudes. Alors ne serait-ce que ChatGPT a un niveau universitaire pour le barreau, il est capable de passer les tests du barreau. Et ce que j'ai vu, donc ça c'est un benchmark de test de compréhension, MMLU. Le LU c'est Language Understanding, donc en fait il y a tout un champ qui s'occupe de la compréhension. C'est pour ça qu'en fait le débat est... En fait, il y a des éléments très forts qui permettent de montrer phénoménologiquement que
il y a une réelle compréhension. Donc si on pose un problème de droit à ChatGPT, il saura, même s'il n'y a pas tout le contexte du droit enfin, le contexte du droit, il a en lui, il saura y répondre, et y répondre aussi bien que les meilleurs élèves des facs de droit. Donc à ce niveau-là, il y a aussi pas mal de questionnements. Là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire aussi, mais je vais essayer de rester dans les temps. Disons simplement que quand ChatGPT est apparu, ça a pris de court à peu près tout le monde, que ce soit les experts, comme le grand public, et forcément les politiques. Et en fait, ça a été très réactionnel du point de vue des gouvernements. Alors bien sûr, il y avait quelques think tanks comme celui de Nick Bostrom en Angleterre, ou le Future of Life, donc, qui faisait des choses, mais c'était plutôt des choses qui sont pas liées avec les gouvernements. Et donc on a été réellement enfin tout le monde a été pris de court, et tout le monde a été activé. Donc et là il y a une effervescence, mais est-ce que on va pas se rendormir, surtout si on n'a pas d'organismes qui pérennisent en fait ces questionnements. Donc actuellement en France, c'est au niveau de la CNIL que ça se joue. Alors aussi, disons que si la conscience, pour moi, en faisant des changements, ce ne serait pas forcément ChatGPT, mais la conscience est une découverte qui est imminente. Ça peut arriver du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là? Justement, la conférence du G7 a pensé un petit peu à ça et a sorti des guidelines. Donc, si jamais il y a des apprentis sorciers qui entendent ça et qui s'inquiètent parce qu'ils ont fait une découverte inquiétante, ils peuvent consulter ces guidelines, ils peuvent commencer par là. Voilà, je pourrais en parler longtemps, mais j'ai abrégé un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un ralentissement? Ça fait déjà quelques années que le patron de Nvidia proclame la mort de la loi de Moore. Bon, effectivement, on a peut-être décroché par rapport à la loi de Moore, mais il reste encore des marges de manœuvre assez importantes. Et aussi, si on considère Mistral, qui est le petit français qui fait quelque chose de concurrent à OpenAI, alors petit, faut vite le dire, hein, il pèse quand même quelques centaines de millions d'euros. Si on considère Mistral, en fait, alors il faudrait vérifier, mais je crois que maintenant ils sont parvenus à faire tourner un modèle équivalent à ChatGPT sur des cartes graphiques haut de gamme. Ça veut dire que en fait on est passé de quelque chose qui tournait dans des data centers, dans des centres de données avec des cartes à plus de 20 000 euros, à quelque chose qui tourne sur un laptop. Bon. Donc il y a eu des progrès phénoménaux. Sam Altman d'ailleurs disait que de leur côté, en un an, ils avaient amélioré leur modèle par un facteur de x50. Donc il disait que c'était pas trop mal à l'anglaise. Et bon, tout ça pour dire qu'il y a des progrès à la fois qui sont au niveau physique, au niveau des puces, mais aussi au niveau algorithmique. Alors bien sûr, au début, c'est là où on progresse le plus rapidement, donc là aussi, il va y avoir des ralentissements, mais voilà, maintenant, on est arrivé sur quelque chose qui est accessible et qui va tourner sur nos machines, très probablement dans quelques années. On aura des assistants pour utiliser notre... Par exemple, là, on a eu un petit problème technique pour la présentation. On aurait pu demander à un assistant d'afficher de transférer la présentation sur l'autre écran.
Ça, ce sont des choses qui apparaîtront probablement. Donc il y a un think tank dont l'un des porte-paroles les plus connus est Max Tegmark, qui est le futureoflife.org. J'essaierai de passer les slides parce que j'ai quelques références comme ça qui sont intéressantes pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Donc la conscience non locale, j'en ai pas parlé. Bon, cette partie de la conclusion, alors la problématique, je pense, c'est qu'on va vers des changements extrêmement rapides. Là, j'entendais parler un petit peu de l'uberisation. On est à la radio. On est dans des changements radicaux de société et donc ça va la perturber gravement. Et ce sont des changements technologiques qui vont beaucoup plus vite que l'humain. Donc le questionnement, c'est de savoir si on va pouvoir les ralentir, sachant que les humains veulent aussi des robots qui les servent. Donc on est dans une position qui va être où on veut quelque chose et son opposé, mais comment faire en fait pour que on puisse ralentir éventuellement les choses, sachant que oui, ce sont des bouleversements en devenir dans les prochaines années. Voilà. Et si vous voulez approfondir, vous pourrez trouver aussi sur Amazon mon livre, qui est plutôt à titre introductif, un peu sur la conscience, un peu sur les robots, introductif, mais qui va quand même assez loin dans certains détails.